Bon, bah alors je commence. Yes. Donc, ce que je vais expliquer, vous le trouvez vraiment dans le détail dans le livre Système dette, c'est les chapitres 3 et, 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 euh, et 11. Et bon, ça a été rassemblé dans une étude sur le site et j'ai envoyé le lien. Cette étude, d'ailleurs, a été très lue en Amérique latine, donc dans la version espagnole. Elle a été lue sur notre site plus de 36 000 fois, enfin, visitée plus de 36 000 fois. Et elle a été reproduite sur différents sites. Et bon, éditée dans une édition en espagnol et en Espagne et en Argentine. Bon, donc l'indépendance du Mexique, elle date de 1821. La lutte pour l'indépendance a commencé en 1810. En fait, la majorité des colonies espagnoles d'Amérique latine ont commencé la lutte armée pour l'indépendance quasiment en même temps, en 1810. Il y a eu une rébellion à Quito, en Équateur, à Caracas, à Bogota et à Mexico. Et donc, je vais prendre l'exemple du Mexique, mais il y a les 2 premiers chapitres du livre Système d'aide. J'aborde aussi les luttes d'indépendance de ce qu'on a appelé la Grande Colombie. La Grande Colombie, c'est le Venezuela actuel, la Colombie actuelle, l'Équateur, le Pérou et le Panama, qui ont été séparés par la suite en 5 républiques différentes. Juste ce qui est indiqué, c'est qu'il y a eu, je dirais, la lutte d'indépendance a été dirigée quelque part par des couches privilégiées de la population, quelque part des secteurs qui avaient un lien avec l'Empire espagnol, mais qui le subissaient. Avaient un lien notamment parce qu'ils étaient généralement créoles, c'est-à-dire métis entre un mélange espagnol et de populations indigènes. Et donc, la plupart de ces dirigeants n'avaient pas des vues, par exemple, anti-esclavagistes. Ils pouvaient maintenir eux-mêmes des esclaves sur leur propriété. C'était le cas de quelques-uns. D'autres étaient beaucoup plus avancés du point de vue des idées. Ils ont dirigé la lutte d'indépendance, mais le peuple a joué un rôle dans le caractère massif de la lutte. Et en fait, bon, c'est vrai aussi de la Révolution française de 1789 ou la dite Révolution belge de 1830. C'est le peuple qui fait le rapport de force et qui permet le changement de régime, mais c'est les secteurs privilégiés qui dirigent le processus, quoi. Bon. Alors justement, c'est important de dire ça parce que quand réellement l'indépendance est acquise, du côté mexicain, il y a un des leaders qui s'impose, il veut quasiment être nommé empereur, ce qui provoquera après son renversement pour affirmer le caractère républicain du Mexique. Mais ce gars-là se pose la question: comment je vais financer l'indépendance? Et alors, est-ce qu'on remet en cause les dettes réclamées par l'Espagne au Mexique? Et finalement, il décide d'assumer les dettes, alors qu'il y a eu un débat entre guillemets le gouvernement
des indépendantistes, un débat où il y avait trois options. Un, répudier les dettes comme des dettes odieuses contractées par la métropole coloniale, dont on s'était libéré. Deux, confisquer les biens de l'Église et les biens des Espagnols qui étaient restés dans le pays et rembourser la dette. Trois, payer la dette et contracter des emprunts. Et il a choisi la troisième option. La première option, pourquoi n'a-t-il pas adopté? Parce que une grande partie des dettes que réclamait l'Espagne au Mexique étaient en partie des dettes prêtées par les riches du Mexique qui prêtaient de l'argent au pouvoir colonial. Et donc, comme les leaders de l'indépendance étaient liés à ce secteur privilégié, ils n'avaient pas envie de se tirer une balle dans le pied et de se faire du tort. Et donc, ils n'ont pas répudié la dette et ils n'ont pas confisqué les biens de l'Église et des Espagnols, parce que même si les idées des Lumières et de la Révolution américaine, en partie de la Révolution française, avaient une influence, de nouveau leur caractère de classe privilégiée, quand même dans les secteurs traditionnels des propriétaires terriens, des mines, etc., ont fait qu'ils se sont dit que ce n'était pas une bonne idée. Et donc, ils ont contracté une dette auprès de banquiers londoniens à des conditions totalement abusives. Je donne les chiffres, ça ne vaut pas la peine de mentionner les détails, mais tout est précisé dans mon bouquin et dans l'étude sur le site. La somme que réellement le Mexique reçoit est infime, de l'ordre de 15 à 20% du montant reconnu comme la dette à rembourser. Et c'est la même chose qui a eu lieu lors des emprunts effectués par Simón Bolívar au nom de la Grande Colombie à Londres en 1824, comme les dettes contractées par les Mexicains en 1824. Et la même chose, comme je le montre dans d'autres chapitres du bouquin, par le pouvoir des indépendantistes grecs en lutte pour l'indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Alors, c'est des conditions tout à fait abusives et une suspension du paiement quelque part involontaire de la part du Mexique intervient quand même en 1826-27 parce que la banque à Londres, les banquiers et la bourse passent par la première grande crise boursière de l'histoire du capitalisme mondial. Et les banquiers londoniens ne sont plus en mesure de prêter de l'argent à l'extérieur, alors qu'ils avaient voulu prêter à tout prix à tout qui voulait bien emprunter en 1824-1825, bien sûr à des conditions abusives, mais en lâchant de l'argent. Et avec la crise de décembre 1825, les flux s'arrêtent et du coup, comme les emprunts étaient abusifs, il fallait réemprunter pour pouvoir continuer les remboursements. Et comme le robinet se ferme, les pays comme le Mexique, comme la Grande Colombie, comme la Grèce n'arrivent pas à réemprunter pour rembourser et involontairement, ces pays entrent en suspension de paiement. Bon, alors j'explique dans l'étude et dans le livre que de 1927-28 jusqu'à les années 1850, il y a une succession de renégociations, de restructuration de la dette, où chaque fois, le Mexique réemprunte pour rembourser, restructure sa dette dans des conditions
tout à fait défavorable et reconnaît une dette de plus en plus importante. Alors, on arrive aux années 1850 et là a lieu une révolution libérale, vient au pouvoir Benito Juárez, qui est le premier leader, le premier président latino-américain d'origine indigène. C'est un zapotèque de la région d'Oaxaca. Et donc, lui, il n'est pas un créole. Et il veut vraiment mettre en pratique les idées des Lumières et de la Révolution française et de la Révolution américaine, donc sans prendre au bien de l'Église, mais aussi sans prendre aux terres communales, dans l'idée de terres communales détenues encore par les populations indigènes, avec l'idée que l'agriculture doit passer dans le secteur capitaliste. Mais ces idées, le côté démocratique libéral est insupportable pour les conservateurs du pays qui renversent Benito Juárez, prennent le pouvoir. Un général usurpateur prend le pouvoir et contraint Benito Juárez à quitter la capitale et à se lancer dans une mobilisation du peuple pour revenir au pouvoir. Et la lutte de libération prend 3 ans, de 58 à 1861. Ce qui est très intéressant, c'est que Benito Juárez, en 1858, quand il se lance vraiment dans la lutte généralisée pour revenir au pouvoir en mobilisant le peuple, il adopte un décret en disant « Tout qui prêtera de l'argent aux usurpateurs perdront entièrement les sommes qu'ils ont prêtées et seront soumis à une amende qui équivaudra au double de la somme qu'ils ont prêtée. Donc, ils perdront la somme qu'ils ont prêtée et ils devront payer le double de cette somme sous forme d'amende à l'État. Ce qui était une très, très bonne mesure et qui a permis, quand Benito Juárez est revenu au pouvoir, de dire « Voilà, je vous avais prévenu, et maintenant que je suis revenu au pouvoir et qu'on a rétabli le pouvoir constitutionnel, je répudie comme nulles toutes les dettes qui étaient contractées par les usurpateurs entre 1858 et 1861. Et je suspends le paiement des autres dettes, donc les emprunts de 1824. » Ça, c'est ce qui se passe en 1861. Et là, la France, qui était à la recherche de l'extension de son territoire, elle s'était déjà étendue à l'Algérie, se dit cette répudiation du paiement de la dette est une occasion. C'était Napoléon III qui était au pouvoir et qui s'était fait proclamer empereur. Au nom de la défense des intérêts des citoyens français victimes du régime de Benito Juárez et notamment ceux qui avaient prêté de l'argent aux usurpateurs, la France contacte l'Angleterre et l'Espagne et les 3 puissances impériales se mettent d'accord pour envahir le Mexique. Finalement, alors qu'une flotte des 3 puissances arrive en janvier 1862 au Mexique, à Veracruz face aux côtes du Mexique, finalement, il n'y a que les Français qui débarquent, avec d'ailleurs des soldats belges et un corps expéditionnaire de 35 000 soldats envahit le Mexique et impose un prince autrichien, Maximilien, comme empereur du Mexique. La lutte de libération va durer 5 ans, de 1862 à 1867, et Benito Juárez, de nouveau, réussit à battre cette armée et à
prendre des mesures très fortes. Il fait fusiller Maximilien d'Autriche et il répudie toutes les dettes contractées par Maximilien d'Autriche à Paris pendant son pouvoir fantoche. Donc, en fait, Benito Juárez a décidé de répudiation de dettes. Et là, la victoire est telle et le contexte est tel, à savoir que les États-Unis sont sortis de la guerre de sécession qui s'est terminée en 1865 et le pouvoir aux États-Unis se dit que c'est pas mal pour les États-Unis de soutenir le Mexique contre les anciennes puissances impériales. Et donc, quelque part, les États-Unis, qui n'avaient pas hésité en 1847-48 à envahir le nord du Mexique, là, soutiennent le Mexique de Benito Juárez et le protègent des puissances impériales. Et ces puissances impériales finissent toutes par reconnaître la situation, reconnaître la répudiation, re-signer des traités internationaux avec le Mexique et refournir de l'argent au Mexique. Et là, on va connaître de 1876 à 1910 un régime autoritaire, capitaliste, désarroïste, développant à fond, par exemple, les investissements et les emprunts dans les chemins de fer, dans le développement des grandes plantations, dans le développement des mines, donc une modernisation capitaliste du Mexique qui va produire beaucoup de mécontentement populaire et va aboutir à une véritable révolution d'en bas en 1910-1911. Et cette révolution, il y a d'une part un secteur capitaliste antidespotique qui joue un rôle dans cette révolution, mais il y a un déferlement du peuple et une grande organisation du peuple, et notamment des peuples indigènes du Mexique, qui sont des paysans. Et il y a d'une part les peuples indigènes du sud de Mexico, avec comme leader Emiliano Zapata, et qui dirige l'armée de libération du Sud. Et il y a au nord Pancho Villa, lui aussi de descendance indigène, qui dirige alors un autre secteur de la révolution, un peu sur la même ligne que Zapata, et qui a une branche armée qui s'appelle la division du Nord. La division, donc comme bataillon, division, un terme militaire. Et on a un processus révolutionnaire de 1910 à 1920. Je ne vais pas analyser ce processus révolutionnaire, dire que en 1914, en janvier 1914, le Mexique suspend le paiement de la dette. Les dettes contractées par le régime autoritaire qui a été renversé en 1910 et les dettes contractées entre 1911 et fin 1913. Et cette suspension de la dette va durer jusqu'en 1942. Et là, il va y avoir plusieurs tentatives du gouvernement mexicain, une fois que le processus révolutionnaire est épuisé, je dirais à partir de 1920-1921, et que la bourgeoisie capitaliste réinstaure le contrôle sur le pays et réussit à assassiner d'une part Zapata, d'autre part Pancho Villa, le gouvernement va essayer de négocier avec les banquiers, qui sont surtout des banquiers des États-Unis, la reprise du paiement de la dette. Mais chaque fois, il y a quand même une pression au sein du Congrès mexicain ou des événements internationaux en termes de crise de dette comme celle de 1929 et des années 30,
qui font que finalement, la reprise du paiement de la dette est totalement éphémère. Et on a en 1934 l'élection de Lázaro Cárdenas, un président progressiste qui reprend quelque part le flambeau des changements révolutionnaires de la révolution de 1910-1920. Il va exproprier 16 millions d'hectares aux grands propriétaires terriens. Il va nationaliser les chemins de fer. Il va nationaliser le pétrole. Et il va imposer aux banquiers américains, la plus grande banque américaine de l'époque, et c'est toujours la plus grande banque américaine aujourd'hui, JP Morgan, elle n'a pas changé de nom, il va imposer une défaite totale aux banquiers. Les banquiers vont accepter d'annuler 90% de la dette telle qu'ils la réclamaient en janvier 1914. Donc, c'est un pourcentage infime de leurs créances et sans réellement paiement d'intérêts de retard qu'ils vont concéder, ce qui va permettre au Mexique de ne pas s'endetter tout au long des années 40 et 50 et connaître un véritable développement économique. Donc voilà, je m'arrête en disant que le Mexique a démontré au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle qu'il était parfaitement possible de répudier la dette. Bien sûr, la première répudiation a eu un coût avec l'invasion française, mais le peuple mexicain a vaincu l'armée, le corps expéditionnaire français. Donc, c'était une victoire, deux victoires importantes au 19e siècle, et puis dans la première moitié du 20e siècle. Voilà, je suppose que j'ai dépassé mon temps et je m'en excuse tout à fait. Oui, c'est grave. Bon, je vais parler 20 minutes, c'est ça? Ouais, mais ça va. OK. Quelqu'un a des questions par rapport à l'exposé que vient faire Eric? Non, très clair. Moi, je me demande juste, Eric, je ne sais pas si c'est exactement l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais tu dis qu'ils ont réussi en 1934 à annuler 97% de leur dette, le Mexique. Comment ça se fait que quelques décennies plus tard, ils se retrouvent à nouveau surendettés et que c'est les premiers à devoir se mettre en suspension de paiement, si c'est justement un exemple Ouais, un mais peu de ça fait réussite? quand même 40 ans qu'ils se sont passés. Hein. C'est en 42 qu'ils ont obtenu la victoire. Donc, en 1934, Lázaro Cárdenas a été élu. Il a fait des réformes profondes de 1934 à 1940. Il a poursuivi la négociation avec les créanciers. Et donc, l'annulation de la dette mexicaine, c'est en 1942. Un accord très important. Alors, comment ça se fait après que ça change? Les années 40, 50, le Mexique, quelque part, vit sur cette victoire et réalise des politiques sociales importantes. Et à partir des années 60, avec la Banque mondiale qui intervient au Mexique, avec une bourgeoisie mexicaine qui n'est plus sous la pression populaire et recourt à la répression, au point, il faut se rappeler qu'en 1968, il y a une répression absolument terrible du mouvement étudiant. Il y a eu plus de 100 morts. Il y a une répression très dure aussi des mouvements de guérilla qui avaient démarré au milieu des années 60 et puis au début des années 70. Donc, on a un régime mexicain complètement, si tu veux, qui se met dans le sillage des États-Unis, dans le sillage de la Banque mondiale, qui s'endette massivement et qui va aboutir à la situation de 1982 et de la crise de la dette.
Donc, ma réponse, c'est que, comment expliquer? L'explication, c'est que la bourgeoisie, finalement, n'a jamais perdu le pouvoir et qu'il s'est trouvé au sein de la bourgeoisie mexicaine. À un moment donné, quand il y a une pression populaire importante, elle fait des concessions. Et puis à un autre moment, elle rentre dans une logique tout à fait traditionnelle de dépendance. Et pas simplement de dépendance par rapport à l'impérialisme, mais comme je le montre tout au long du système d'aide, du livre système d'aide, en fait, chaque fois, dans chaque cas, les classes dominantes locales ont intérêt à ce que leur pays s'endette, parce que les classes dominantes locales prêtent de l'argent au gouvernement sous la forme de la dette interne et achètent aussi des titres de la dette externe. Et donc, la bourgeoisie mexicaine, comme les autres bourgeoisies, a poussé le pays, notamment de nouveau à partir des années 1960-70, à se réendetter massivement, ce qui a produit la crise de la dette de 82. Ok, merci. Moi, je vais vous parler de la dette rançon d'Haïti. Déjà, je vais faire un petit point sur les sources. Donc, j'ai utilisé principalement le site du CADTM, Mediapart, Alternative économique et la série d'articles du New York Times qui a quand même mis en lumière cette rançon demandée par la France à Haïti en proposant notamment une traduction de l'article en créole, même s'il y avait certaines limites, notamment le fait que les auteurs et les autrices ont peu fait appel à des historiens et des historiennes haïtiennes pour écrire leur papier. Donc, je vais évoquer ce conflit qu'il y a eu autour d'une rançon qu'Haïti a dû payer pendant plus de 100 ans, entre 1825 et 1950 à la France, pour dédommager les colons français et les esclavagistes qui s'y trouvaient avant l'indépendance haïtienne. Donc, je vais commencer par un rapide historique et après je développerai quelques éléments d'analyse. Donc, on peut démarrer en 1791. Avant cette date-là, Haïti, qui s'appelle à l'époque Saint-Domingue, est une colonie française, une des plus riches colonies françaises, où près de 90% de la population est réduite en esclavage, ce qui fait que 465 000 personnes sur ce territoire étaient esclaves. Et en 91, a lieu une première insurrection armée d'esclaves à Saint-Domingue, qui sera un des premiers pas qui mènera à l'indépendance. En 1994, 3 ans plus tard, une nouvelle insurrection est menée par Toussaint Louverture, qui aboutit à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue. Les insurgés réécrivent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en incluant les personnes noires et les personnes issues des territoires colonisés. Et cette abolition de l'esclavage sera reprise par la Convention en France, qui proclamera l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Cette situation, elle a duré jusqu'en 1802, année où Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage et a envoyé un corps expéditionnaire de près de 50 000 hommes en Haïti pour rétablir l'esclavage là-bas et pour reprendre la colonie. Mais ce corps expéditionnaire a été décimé là-bas, notamment par les maladies également. Et cet événement mènera à l'indépendance de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti en 1804.
et qui est devenue à ce moment-là la première république noire au monde et le premier État indépendant d'Amérique latine. Dans les années qui suivent l'indépendance, Haïti est quand même menacé de reconquête par la France et le président de l'époque, Pétion, envisage une indemnisation des colons qui ont été chassés ou des familles des colons qui ont été tués à Haïti avant l'indépendance. D'un autre côté, certains leaders haïtiens s'y opposent. C'est dans ce contexte-là, en 1825, que s'établit un tournant. C'est le moment où Charles X va envoyer le baron de Macco à Port-au-Prince avec une force militaire de 14 navires et 528 canons pour proposer un ultimatum à l'État haïtien sous forme d'ordonnance. Cet ultimatum, à ce moment-là, il dit que l'État haïtien doit indemniser les anciens colons pour un montant total de 150 millions de francs or, payables sur 5 ans. En échange, Charles X leur accorde l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement qu'ils ont déjà. Si ce n'est pas le cas, si Haïti refuse, alors Port-au-Prince se fera bombarder. Donc le gouvernement d'Haïti n'a pas d'autre choix que d'accepter ce traité et commence dès lors à s'endetter auprès de la France pour pouvoir payer cette rançon, avec un premier emprunt de 30 millions de francs or qui arrive juste après et qui fait qu'Haïti rentre dans le piège de l'endettement et dans une dépendance vis-à-vis de la France. Les années passent et Haïti ne parvient pas à respecter l'échéancier, malgré des menaces militaires répétées de la France. En 1838, un nouveau traité est signé entre la France et Haïti. Il réduit le montant de la dette, qui passe à 90 millions de francs or à régler sur 30 ans. Et Haïti, pour régler ces 90 millions, va réaliser plusieurs emprunts ensuite, l'État, auprès notamment de banques françaises comme le CIC. C'est le cas en 1875, en 1896 ou encore en 1910. Le New York Times, dans son article, a chiffré à peu près l'argent total payé par le gouvernement haïtien et par le peuple en ajoutant à la dette les intérêts et les pénalités. Et on arrive à un montant de 112 millions de francs or qui correspondrait, aujourd'hui à 525 millions d'euros actuels juste en conversion. Voilà, je précise encore que Haïti a remboursé cette dette jusqu'à 1950. Maintenant, je vais passer à une partie un peu plus analytique, avec quelques points d'analyse. Déjà, il faut savoir que pendant 2 siècles, pendant le 19e et le 20e siècle, ni l'État haïtien ni l'État français n'ont reconnu que l'indemnisation portait sur des anciens esclavagistes, sur la perte d'esclaves. Le discours répandu, c'était plutôt que l'indemnisation portait sur des propriétés foncières que des colons auraient perdues. En l'occurrence, il a été démontré par Frédéric Beauvois notamment que cette rançon portait bien sur l'indemnisation d'anciens esclavagistes. Aussi, quand on creuse un peu, on se rend compte que le préjudice qu'a subi Haïti pendant tout le remboursement de cette rançon est bien plus élevé que les montants qu'on a évoqués, notamment les 112 millions de francs or évoqués par le New York Times, pour plusieurs raisons. La première, et elle a été démontrée par Simon Enochberg, qui a fait une thèse supervisée et qui a été ensuite reprise par Thomas Piketty, c'est que le montant de cette dette, à l'époque, il représentait 300%, donc 3 fois le PIB d'Haïti. Donc, Thomas Piketty en conclut, par exemple, que si la France versait des réparations aujourd'hui à Haïti, elle devrait représenter au moins 3 fois le PIB d'Haïti actuel, ce qui équivaudrait à 40 milliards de dollars environ. L'historien haïtien Beaubrun-Ardouin a aussi montré que les revenus de l'époque, au moment où la dette a été contractée, de l'État haïtien étaient d'environ 5 millions de francs or par an, les revenus annuels,
pour une dette qui représentait 150 millions, puis ensuite qui a été réduite à 90 millions. Donc, si on se base sur ces chiffres, on voit que le montant représentait au minimum 18 fois les revenus annuels de l'État, ce qui équivaudrait aujourd'hui à une dette de 30 milliards de dollars contractés par Haïti. Deuxième argument, le remboursement de la dette a empêché Haïti de prospérer, d'avoir une économie qui prospère sainement, on va dire. Premièrement, parce qu'elle a obligé Haïti à se tourner vers une économie de monoculture, d'exportation pour obtenir des revenus, pour rembourser la dette et pour obtenir des devises. Donc, Haïti s'est spécialisé dans l'exportation de café. Et en plus de cela, la France, comme Haïti ne parvenait pas à rembourser sa dette, a imposé une réduction des prix auxquels la France procurait le café, importait le café auprès d'Haïti. Et donc, la France importait le café 3 fois moins cher que les cours mondiaux. Et donc, ça a créé un manque à gagner assez énorme pour Haïti. Et en plus de ça, on peut dire que les ressources qui ont été utilisées, tous les 112 millions de francs or qui ont été utilisés par Haïti pour rembourser la dette, ne sont pas allés dans les investissements publics, dans l'éducation, dans les infrastructures, dans la santé, etc. L'article du New York Times évalue le préjudice, sans parler de la dette ni des intérêts, subis par Haïti, tout ce manque à gagner là, à 21 milliards de dollars, qu'il faut donc ajouter à la dette, aux intérêts et aux pénalités subies par Haïti. Dernier argument sur ce plan-là, c'est qu'il est développé par Camille Chalmers dans l'interview qu'a fait Renaud Vivien sur le site du CADTM. C'est que cette rançon qui a été remboursée pendant plus de 100 ans par Haïti, elle doit aussi être mise en relation avec d'autres mécanismes qui forment un système de domination, qui sont par exemple la militarisation de l'État haïtien ou tous les accords de libre-échange auxquels Haïti a pu participer et s'engager. Enfin, dernier point, qui sont plus actuels, c'est que le remboursement de cette rançon, il est toujours d'actualité pour plusieurs raisons. En 2004, Jean-Bertrand Aristide, qui était à la tête de l'État haïtien et qui à ce moment-là était contesté et abattait une répression très féroce sur les journalistes et les militants et les militantes haïtiens, demande des réparations et demande que la France rembourse cette rançon. Il missionne un cabinet d'avocats américains qui estime que Paris doit rembourser 22 milliards de dollars à Haïti. Et en 2004, quelques années plus tard, il sera renversé. Il est parti dans un avion américain et a quitté le pouvoir. Et c'est un des nouveaux éléments qu'apporte le New York Times dans son enquête. C'est le témoignage d'un ancien ambassadeur français qui était à Haïti, qui s'appelle Thierry Burkhardt, qui accrédite l'idée que la France et les États-Unis seraient impliqués dans le départ de Aristide du pouvoir, et que ces déclarations sur la dette et sur les réparations n'y seraient pas étrangères. Un nouveau point aussi qu'on peut aborder, c'est quelle forme, si aujourd'hui la France devait verser des réparations à Haïti, quelle forme elle pourrait prendre et quelles seraient les meilleures politiques à mener à Haïti avec l'argent de ces réparations. Ça, c'est aussi Camille Chalmers qui développe ces arguments. Et pour lui, évidemment, ces sommes-là devraient être utilisées, devraient être priorisées pour servir les intérêts de la population. Et il définit 3 points principaux. Premièrement, la reforestation, parce que les réserves forestières ont été pillées, notamment par les États-Unis quand ils ont envahi Haïti au début du XXe siècle. L'alphabétisation et le développement d'un système d'éducation et de santé public solide, parce que ces 2 systèmes-là ont été privatisés. Et enfin, un tout dernier point qu'on peut mentionner, c'est qu'en France et même à Haïti, l'histoire de cette rançon et même globalement l'histoire d'Haïti pour la France et même globalement l'histoire coloniale est très peu enseignée.
En France, c'est pour ces raisons-là. En Haïti, c'est plus parce que le XXe siècle est globalement passé sous silence dans les livres d'histoire haïtiens. Voilà, merci. Merci Maxime. Des Super réactions? exposé. Bien Pardon. minuté, là. Hein. Ouais. Bien minuté, je dis bravo. Donc c'est moi qui m'y colle. Donc moi, contrairement à Maxime, bah, je me suis exclusivement basé sur l'article proposé par Eric. Et donc l'article s'intitule La répudiation par les États-Unis de la dette réclamée à Cuba par l'Espagne en 1898, pardon. Quid de la Grèce, de Chypre et du Portugal, etc. Et donc en fait l'article commence par traiter un peu du contentieux entre les États-Unis et l'Espagne sur la question de la dette cubaine au moment de la libération de Cuba. Et donc voilà, en fait, l'article commence en expliquant donc le premier acte du contentieux, qui est en fait une guerre, la guerre déclarée par les États-Unis qui, eux, veulent élargir leur zone d'influence en poussant les Espagnols à quitter Cuba, qui est en fait la dernière colonie espagnole en Amérique. Et donc, suite à cette guerre, donc l'Espagne est obligée de quitter Cuba, mais demande aux États-Unis de reprendre la dette que Cuba a envers l'Espagne, donc la dette coloniale, ce que bien sûr les États-Unis refusent en disant donc que donc cette guerre était faite pour libérer Cuba et que ce n'était pas une guerre de conquête et que donc Cuba n'est pas une colonie. Ce à quoi donc les Espagnols rétorquent que si Cuba devient indépendante, c'est alors à Cuba de payer, ce que les États-Unis refusent également, et pour cela ils avancent plusieurs arguments. Donc ici, le premier argument, c'est que, il y en a 4 en tout. Le premier, c'est que l'argent n'est jamais passé par les caisses de Cuba. C'est-à-dire que l'Espagne a émis en Europe des titres espagnols qui n'ont jamais quitté le territoire espagnol. Le deuxième argument, c'est que comme Cuba est considérée comme une colonie, a été considérée comme une colonie, elle n'a pas le droit d'émettre des titres de sa propre initiative et que donc les finances de l'île étaient exclusivement contrôlées par le gouvernement espagnol. Le troisième argument, c'est que l'argent n'a pas servi aux intérêts de la population et que les revenus cubains, les revenus générés par l'État, par la colonie cubaine, étaient directement absorbés par le pouvoir espagnol pour financer des guerres coloniales, que ce soit sur le territoire cubain ou sur le continent américain, donc par exemple le Mexique. Et enfin, le quatrième argument, qui est en fait une conclusion de l'argument 1 et 3, et que donc toutes les dettes sont à la charge de l'Espagne, puisque l'Espagne s'accaparait les revenus de l'île et mettait sur le dos de Cuba les emprunts qui servaient ses intérêts, donc les intérêts de l'Espagne. Et donc c'est seulement après avoir avancé ces 4 arguments que les États-Unis avancent la question de l'argument moral selon lequel une population n'a pas à rembourser le coût de sa propre répression. Et donc on souligne ici que le corps de l'argumentation des États-Unis repose sur l'utilisation de l'argent que l'Espagne réclame sous forme de dette et non sur le caractère despotique de la domination coloniale de l'Espagne sur Cuba. Et donc, la suite de l'histoire, c'est qu'au moment où les troupes américaines finissent par quitter le territoire cubain 10 ans plus tard, l'Espagne demande à Cuba, revient à la charge pour demander à Cuba de régler ses dettes, ce à quoi Cuba répond que les dettes ont été annulées dans le cadre du traité de la paix qui a été signé donc en 1898 et donc il n'y a plus aucune dette à rembourser. Et donc voilà, c'est un petit peu ce cas-ci qui est présenté, donc le cas de Cuba qui arrive, de la dette de Cuba qui est répudiée, qui est annulée.
Et donc l'article ici, il fait un parallèle donc avec le cas de différents pays européens, donc comme par exemple la Grèce. Et donc dans le cas de la Grèce, le parallèle, c'est que comme le premier argument avancé par les États-Unis sur le cas de Cuba, une grande partie de l'argent n'est pas passé par les caisses grecques et ont directement en fait servi les intérêts des créanciers, donc surtout des créanciers français et allemands, qui vont mettre ensuite le poids des nouvelles dettes sur le dos de la Grèce. Ensuite, un autre argument qui fait plutôt écho au troisième argument avancé par les États-Unis est que la partie des prêts qui a effectivement été réceptionnée par la Grèce n'a pas servi les intérêts de la population, mais en fait directement servi à financer des politiques imposées par les créanciers. Donc ici, dans le cas de la Grèce, c'est des politiques de privatisation et de contre-réforme, donc coupe dans les budgets sociaux, etc. Et donc ça n'a absolument pas amélioré la situation. Et enfin, le dernier argument, c'est que les créanciers ont utilisé l'endettement de la Grèce pour s'enrichir, donc pour leur profit, ici notamment en appliquant des taux qui sont bien sûr abusifs. Et donc, dans le cas de la Grèce comme dans le cas de Cuba, on a une dette qui a servi, non pas les intérêts de la population, mais qui a plutôt servi à enrichir les créanciers et qui a permis de servir leurs intérêts propres. Et la différence entre les deux cas, donc ici on parle de la Grèce, mais c'est aussi applicable pour Chypre, pour le Portugal, pour toute une série de pays, c'est que la différence, c'est qu'il n'y a pas une grande puissance qui est derrière pour pousser à l'annulation de la dette, comme c'était le cas pour Cuba avec les États-Unis, mais que les arguments sont les mêmes, et ils sont tout à fait, donc les arguments qui ont été présentés pour annuler la dette de Cuba sont les mêmes qui sont présentés pour contester la dette, notamment de la Grèce, et que donc ces arguments sont recevables, peuvent être recevables et peuvent être utilisés pour justement arriver à cette fin, et que cela est possible, mais que du coup, la différence entre les deux cas est qu'il n'y a pas une grande puissance qui pousse un petit peu pour faire avancer ça. Et donc voilà, ma présentation était beaucoup plus succincte, mais j'en ai terminé. Des commentaires, des questions? Non? C'est très clair. Mais juste une présentation de l'argument. Donc, merci beaucoup, Pablo. Et en plus, tu as fait ça en 8 minutes ou en 7 minutes. Bravo. Et c'est que les États-Unis parlent d'État fictif, emprunteur fictif. Et ils disent, mais tu l'as dit dans d'autres termes, hein, mais c'est le terme fictif qui me paraît intéressant. Les États-Unis disent, en fait, Madrid, le pouvoir espagnol, émettait des titres cubains. Il a été écrit que les titres étaient cubains à la Bourse de Paris, mais ces titres étaient émis par Madrid, qui utilisait on va dire un État fictif, puisque, comme tu l'as dit, Cuba étant une colonie, il n'avait pas le pouvoir le pouvoir souverain d'émettre en son nom des titres. Et donc, cette notion d'État fictif, pour moi, d'emprunteur fictif, si vous voulez, c'est un emprunteur qui n'a pas réellement le pouvoir d'emprunter. Et je dis dans ce cas-là, la Grèce, en réalité, on lui a imposé, avec le mémorandum de 2010 et puis la restructuration de 2012, on lui a imposé toute une série de choses. Et de fait, la Grèce, qui est bien un État souverain, dans ce cas-là, a été mis dans une situation où le caractère authentique de l'exercice de son pouvoir de souverain a été mis totalement entre parenthèses. Et donc, bien sûr,
formellement, la Grèce est un État souverain et elle a emprunté, etc. Mais du point de vue du fond, elle n'a pas eu d'autre choix que d'emprunter. Et comme tu l'as dit, c'était pour rembourser, pas du tout pour utiliser l'argent pour ses propres besoins, mais pour permettre aux banques françaises de récupérer l'argent grâce aux sommes prêtées par la France, par l'Allemagne et par les autres pays à la Grèce. Donc la France et l'Allemagne prêtaient à la Grèce dans le cadre du premier mémorandum concocté par la Troïka en 2010. Et cet argent repartait immédiatement vers les banques françaises et effectivement ne passait pas réellement par la trésorerie de l'État grec. Voilà, donc c'est dit en d'autres termes ce que tu viens d'expliquer. Hein, et c'est juste pour moi préciser mon raisonnement quand je fais une comparaison. Ouais, merci pour le complément. Je vais vous présenter le cas du Costa Rica, qui, contrairement au cas exposé auparavant, n'est pas une question de dette coloniale, même si la finalité reste la même à travers la répudiation de dette, à travers un usage jugé illégitime. Donc c'est en janvier 1917 que tout commence, lorsque le président Alfredo González est renversé par le secrétaire d'État de la guerre, Federico Tinoco, dans ce qu'on va appeler le putsch de Tinoco. Et à son arrivée au pouvoir, Tinoco change la constitution du pays afin de favoriser un régime dictatorial avec de multiples abus et de répression politique qui seront faits par la suite, ce qui conduira la population à se soulever 2 ans après le putsch en 1919, à travers notamment la révolution de Sapoa en mai 1919. Donc ensuite, en voyant son pouvoir se dégrader face aux nombreux soulèvements populaires, Tinoco décidera alors de quitter le pays en emportant une forte somme d'argent. Je n'ai pas réussi à trouver les détails. Si Eric les a, ce sera avec plaisir à la fin. Mais donc il va emprunter une forte somme d'argent au nom de son pays à une banque britannique, la Banque royale du Canada. Et son gouvernement tombera ensuite en septembre 1919. Donc entre mai 1919 et septembre 1919, il y a donc cet emprunt. À la fin, donc en septembre 1919, suite à la destitution de ce gouvernement, un gouvernement provisoire sera rétabli, et l'ancienne constitution sera rétablie aussi. Et on va faire de nouvelles élections, avec l'élection alors de Julio Acosta, qui, lui, lorsque la question de la répudiation de la dette sera mise à jour, il estimera alors que ce sera à l'encontre de la tradition, qui consistait alors à respecter les obligations internationales contractées à l'égard des créanciers, malgré d'ailleurs les exemples des réputations de dette en Amérique latine, au Mexique par exemple, comme Eric l'a précisé, et même au Venezuela. Mais le Congrès costaricain, sous la pression populaire alors, a soutenu cette loi de répudiation de dette, et finalement le président a accepté cela. Ça s'inscrit d'ailleurs dans la foulée du décret bolchevique de répudiation de dette tsariste en 1918, qui sera, à mon avis, qui sera présenté par la suite. Donc, face à la décision du gouvernement alors de refuser ce remboursement de dette, la Grande-Bretagne, qui détenait alors une grande partie de la dette par le biais du coup de cette Banque royale du Canada, mais aussi par le biais d'une société pétrolière qui sera mise au sein du Costa Rica afin d'utiliser les ressources naturelles du pays. La Grande-Bretagne va alors menacer le Costa Rica d'une intervention militaire s'il n'indemnisait pas les sociétés britanniques affectées par cela. Et de ce fait, Londres enverra alors un bateau de guerre dans les eaux territoriales du Costa Rica par la suite. Et malgré ces menaces, le Costa Rica va maintenir sa position de refus d'indemnisation en proclamant que les actes du gouvernement sous Federico Tinoco étaient à l'encontre du peuple.
C'est alors que les États-Unis arrivent dans la danse, alors qu'ils sont à leur première puissance politique et économique mondiale depuis 1870, en d'ailleurs prenant le pas sur la Grande-Bretagne. Ils vont tenter de convaincre le gouvernement britannique d'accepter de porter l'affaire devant les tribunaux costaricains, comme l'exigeait le Costa Rica d'ailleurs. Mais Londres refusera cette demande en refusant de reconnaître la compétence des tribunaux de ce pays. Face à cela, un arbitrage sera fait en la personne de William H. Taft. C'était le président de la Cour suprême des États-Unis, afin que celui-ci donne un verdict sur l'affaire. Le Costa Rica, alors, en s'adressant à lui, comptait bien avoir gain de cause en profitant de l'intérêt qu'avait Washington à marginaliser la Grande-Bretagne dans la région. Pardon. Et pour les États-Unis, les objectifs étaient alors d'augmenter leur influence et leur pouvoir dans la région. Et en effet, comme le Costa Rica est en Amérique centrale, les États-Unis voulaient avoir la main mise dessus, ce qui sera le cas, notamment l'histoire le prouvera à travers notamment les républiques bananières, pour ceux qui savent. Et jusque-là, la Grande-Bretagne était alors la grande puissance financière dominante dans toute la région, due à son passé colonial. Et le président de la Cour suprême, William H. Taft, il soutenait activement l'extension des banques nord-américaines vers l'Amérique latine en général et l'Amérique centrale en particulier. Donc, au départ, tout amenait vers une répudiation de la dette, non pas par principe moral, mais bien par intérêt géostratégique. Et effectivement, William H. Taft décida de rejeter la demande d'indemnisation exigée par Londres. Dans son argumentation, il met en valeur la reconnaissance de gouvernements révolutionnaires qui arrivent au pouvoir sans respecter la Constitution. Donc, il rejette ainsi celui du Costa Rica en rapport avec la nature de régime de Tinoco, qui était alors despotique et dictatorial, qui pour lui avait le droit de contracter cette dette si elle était au nom de l'État. Mais pour lui aussi, si on exclut la possibilité qu'un gouvernement inconstitutionnel devienne un gouvernement régulier, cela veut dire que le droit international empêcherait un peuple qui a réalisé une révolution de mettre en place un nouveau gouvernement légitime, ce qui n'est pas concevable alors pour William H. Taft. Et donc cette argumentation, elle va à l'encontre des décisions prises par Washington habituellement, qui soutenait alors des régimes dictatoriaux qui ont renversé des régimes démocratiques. De plus, Taft affirme que les transactions entre la Banque britannique et Federico Tinoco sont remplies d'irrégularités et que la Banque royale du Canada, donc là où la Grande-Bretagne est propriétaire, en est responsable. Et Taft, il fait peser la charge sur les preuves, il cherche des preuves de la part des créanciers, à qui il revient de démontrer que leurs prêts ont été utilisés à des fins légitimes. Mais pour cela, Taft se réfère à la constitution du régime dictatorial et non pas celle de l'ancienne constitution. Et cette constitution prescrivait que le type d'obligation contractée par Tinoco nécessitait un vote commun du Sénat et de la Chambre des députés. Or, dans le cadre du prêt de Tinoco, seule la Chambre des députés s'était prononcée en faveur de cet emprunt de la part de Tinoco sans l'approbation du Sénat. Donc, en conséquence, pour lui, le contrat n'avait alors aucune valeur. Et c'est dans ce cadre-là qu'il considère alors que les emprunts de la part de Tinoco envers la Banque royale du Canada a été réalisé pour ses bénéfices personnels. En résumé, Taft considère alors que le gouvernement dictatorial de Tinoco pouvait contracter des emprunts auprès de la Banque royale du Canada, bien qu'il ait pris le pouvoir en violant la Constitution, mais il devait faire cela dans l'intérêt de l'État. Il affirme alors que les dettes
et autres obligations contractées par Tinoco sont nulles parce que celui-ci, justement, n'a pas respecté la Constitution que lui-même avait fait adopter après son coup d'État. Donc la sentence favorable au Costa Rica émise par Taft est donc très calculée. Il a refusé d'amender dans le sens du Costa Rica en ce qui concerne le caractère despotique et inconstitutionnel du régime de Tinoco, alors que c'était facile d'ailleurs de recourir à cet argument puisque Washington et Londres avaient refusé de reconnaître son régime. Il a décidé de choisir d'autres arguments. Il voulait notamment éviter d'établir un précédent basé sur la nature démocratique ou non du régime, en savant pertinemment que Washington allait ensuite, et d'ailleurs les entreprises états-uniennes dans le cadre des républiques bananières, allaient soutenir dans le futur des dictateurs. Et sans parler aussi des cas où elles contribueraient activement à les mettre en place. Mais que cela plaise ou non, l'arbitrage de Taft constitue une référence internationale en matière d'application du droit en relation avec des dettes et d'autres obligations. Et voilà, ensuite, 2 ans après la sentence et la confirmation de la répudiation de la dette, le Costa Rica a pu trouver des banquiers disposés à lui octroyer du crédit, ce qui démontre qu'une attitude très ferme d'un pays contre ses créanciers ne l'empêche pas de trouver de nouveaux prêteurs, ce qui contredit l'un des principaux arguments établis par ceux qui s'opposent aux annulations de dettes. Donc voilà, c'est terminé. Merci à vous. Merci Mathieu. Merci. D'autres questions, interventions? Non. Ben, je voudrais, parce que c'est, merci beaucoup à Mathieu. Et c'était pour moi très juste et très dense, mais justement, je connais bien le sujet et peut-être que ce n'était pas si évident que ça pour des personnes qui maîtrisent moins le sujet. Donc, en tout cas, il y a un truc tout à fait intéressant dans le jugement de Taft. Comme l'a dit Mathieu, pour lui, que le régime soit despotique ou non n'a pas d'importance. Un régime despotique peut réaliser des emprunts et dans ce cas-là, il faudrait les payer. Mais deuxièmement, et c'est pour ça que ce n'est pas évident à comprendre, lui, comme l'a indiqué Mathieu, et ça peut paraître contradictoire au niveau des termes, c'est qu'il considère que Tinoco, c'est un régime révolutionnaire. Parce qu'évidemment, pour les États-Unis, leur référence aussi, c'est leur révolution, le droit du peuple à renverser le gouvernement précédent. Peut-être que Taft aurait soutenu Trump le 6 janvier si Trump avait gagné contre Biden et le Congrès, le 6 janvier il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, oui, ou l'année passée, j'ai oublié. Donc, il y a l'idée du régime révolutionnaire, c'est en fait, dans la tête de Taft, c'est on peut changer un régime par la voie violente. Et ça, c'est très intéressant. Parce que généralement, ce n'est pas un argument d'un président de la Cour suprême. On ne peut pas imaginer un président de la Cour du tribunal ou de la Cour constitutionnelle française ou belge dire on a bien le droit de renverser un régime et d'établir un nouveau pouvoir par la force. Tandis que les États-Unis, Taft, qui est l'ancien président des États-Unis et qui est président de la Cour suprême, dit c'est tout à fait possible de le faire et du coup, le nouveau régime doit pouvoir emprunter. Ce qui, par ailleurs, si on réfléchit à ce que s'est passé avec le pouvoir soviétique, si on reprend le même argument, ben, les bolcheviks avaient donc tout à fait le droit aussi d'emprunter
puisque c'était un pouvoir révolutionnaire. Mais bon, je passe là-dessus. Et enfin, ce qu'il faut retenir du Costa-Ricain, c'est que contrairement à une présentation par certains auteurs, c'est donc pas du tout le caractère despotique du régime de Tinoco qui remet en cause la validité de la dette, c'est le fait que la Banque royale du Canada a prêté à Tinoco pour ses intérêts personnels et pas pour les intérêts de l'État. Et donc, ce n'est pas la nature du régime qui compte, c'est l'usage qu'un régime, peu importe lequel, fait de l'argent qui est emprunté et l'obligation qu'il y a du prêteur de s'enquérir de à quoi va servir l'argent qu'il prête. Et comme l'a dit Mathieu, à charge du prêteur, s'il prétend que la décision de répudier la dette est pas justifiée, c'est à charge du prêteur de prouver qu'il ne pouvait pas savoir que l'argent qu'il prêtait ne servirait pas à l'intérêt de l'État. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Ce jugement est tout à fait, je répète, contraire à toute une série de présentations, notamment, vous ne la connaissez pas, mais la présentation donnée par Patricia Adams dans un bouquin qui a été une référence pendant une vingtaine d'années et qui s'appelle La dette odieuse. Voilà, j'ai terminé. Merci pour les compléments. Mais finalement, c'est ce que je me disais, ça fait directement référence à la doctrine d'Alexander Sachs, parce que lui aussi, il aborde aussi le fait que peu importe que le régime soit despotique ou non. C'est la question de la légitimité de je pense que dans la doctrine de Sachs, ce jugement sur le Costa Rica est absolument clé. Et c'est logique parce que c'est un arbitrage qui vient d'un ancien président des États-Unis, président de la Cour suprême. Donc pour Sachs, qui était un conservateur, c'est clair qu'une jurisprudence émise par un président de la Cour suprême des États-Unis est une référence fondamentale, quoi. D'où l'intérêt de ce jugement. Nous-mêmes, alors qu'on n'a aucune sympathie pour les raisons pour lesquelles les États-Unis ont fait ça, et qu'on n'a aucune sympathie pour Taft, du point de vue donc indépendamment de ce qu'on pense de Taft, son jugement est tout à fait intéressant pour nous. Ses arguments sont tout à fait intéressants. Mais donc, j'ai lu le texte d'Éric Toussaint sur la répudiation de la dette russe en 1918. Bon, voilà, de la dette russe, des dettes russes. Alors, en fait, la répudiation des dettes russes, elle a été décrétée le 10 février 1918. Je regarde parfois mes notes parce que, voilà, à l'époque où la Russie venait de devenir soviétique après la révolution d'octobre 1917. Cependant, l'appel à répudier la dette russe, il date d'une douzaine d'années auparavant, et en fait, il date de l'idée de répudier la dette russe. Elle a été lancée dans un manifeste financier qui a été écrit pendant l'Empire tsariste en 1905, un manifeste sous forme d'un texte qui est repris dans le livre, dans le texte d'Éric, et qui vaut vraiment la peine d'être lu parce que en fait c'est hyper bien foutu. En 1905, il y avait donc donc le texte, il a été écrit par par le soviet, donc un conseil ouvrier, le soviet de Pétrograd, dans lequel il y avait Trotsky. Et donc, en fait, il contient quoi ce texte? En fait, ce texte, il part du constat que le régime tsariste de l'époque, en fait, menait le pays à sa perte, à la faillite, en fait.
en 1905, donc effectivement, il y avait une grande contestation en Russie parce que, en fait, la population était très furieuse parce qu'il y avait en fait, le régime tsariste empruntait énormément, mais il était très autocratique et en fait tous ces emprunts qui étaient faits ne profitaient absolument pas à la population et l'État. Donc en fait dans ce manifeste ils font le constat que tout cet argent finalement ne profite pas du tout à la population, donc, mais que justement elle vit dans une situation catastrophique avec les routes qui ne sont pas entretenues, il n'y a pas vraiment d'enseignement qui est très développé. En fait, il y a les chemins de fer qui ne fonctionnent pas bien et beaucoup d'argent sert à alimenter une guerre contre le Japon qu'ils sont en train de perdre. Et donc, en fait, et que les emprunts finalement ne servent pas du tout au bien-être de la population, que en plus, dans ce manifeste, ils disent que les budgets de l'État sont tout à fait falsifiés. En fait, que s'il y avait un examen par la population ou par une assemblée constituante, eh bien, en fait, on verrait bien que c'est falsifié et que l'État, que les réserves de l'État russe sont très faibles, en fait, donc les réserves en or. Donc, en fait, dans cet appel, il termine par dire nous ne reconnaîtrons pas, d'abord, il faut renverser ce régime, il n'y a pas d'autre issue, il faut l'asphyxier économiquement et il ne faut surtout plus payer, il ne faut pas rembourser les dettes qu'on réclame toujours, que les créanciers réclament toujours à l'État russe. Parmi les créanciers, bon, il y en a eu plusieurs, mais on va voir le rôle que les créanciers français vont jouer par la suite. Bon, en 1905, ben, évidemment, il n'y a pas eu la révolution qui a réussi en 1905 et l'appel, ceux qui avaient écrit le texte, etc., et ce texte qui avait été signé par des partis révolutionnaires, ben, ils ont été arrêtés, évidemment, mais il faudra attendre donc le renversement du tsar pour que l'idée de la répudiation de la dette soit concrétisée. Bon, alors attendez, je vais voir un petit peu si je n'ai rien oublié. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant ça, encore en 1906, il y a eu, donc la guerre contre le Japon était terminée et l'Empire russe avait perdu cette guerre. Il était dans une situation catastrophique, mais il a quand même encore eu des emprunts, notamment des titres émis par le Crédit Lyonnais. Et donc, en fait, ils ont encore été, l'Empire du Tsar a encore été arrosé d'emprunts, alors que la population, et notamment la population paysanne, était déjà incapable de payer quand le manifeste a été publié. Et donc, en fait, ce qui se passe... pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup d'emprunts, de prêts français et beaucoup de titres français qui étaient achetés? Parce qu'il y avait aussi la corruption par le régime tsariste de la presse française et aussi de certains politiciens français, par exemple Raymond Poincaré qui est cité dans l'article. Donc, en fait, on publiait de la publicité, donc on publiait de la publicité pour qu'on achète des titres de la dette russe, alors que, et en faisant croire que c'était des emprunts fiables et que la dette était soutenable, alors que ce n'était pas le cas. Et donc, en fait, ce qui se passe, donc entre 1905, donc ce fameux appel que j'invite vraiment à lire, parce que voilà, il est très clair, donc entre cet appel de 1905 et sa
concrétisation après la Révolution d'octobre, bien sûr, il se passe quelque chose dans un climat toujours aussi d'emprunt, c'est l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Donc après que les régimes sociodémocrates principaux ont voté les crédits de guerre en 1914, ben voilà, cette guerre qui recommence, c'est une guerre mondiale cette fois-ci, mais l'Empire russe est à nouveau impliqué dans une guerre alors qu'il n'en sortait déjà pas. Et donc, en fait, ils sont à nouveau impliqués, cette fois-ci à côté, bien sûr, de la France et des Britanniques, bien sûr, et ils sont opposés à l'Allemagne, à l'Empire allemand, à l'Empire ottoman et à l'Empire austro-hongrois. Bon, donc on voit le contexte là, et ce sont des guerres intercapitalistes, donc pour gagner des territoires, des colonies, etc., et étendre les marchés. Donc on voit ce contexte dans lequel quelque chose va changer toute la donne, ben, c'est la révolution russe qui éclate en février lors de la journée internationale des femmes. Cette révolution va éclater et renverser le tsar. Et donc c'est une révolution pour le pain, comme on dit, le pain et la fin de ces guerres. Donc en fait, qui sont mortelles, qui sont une vraie boucherie, hein, comme on le sait bien. Et donc, en fait, donc, ce qui se passe, c'est que donc, le régime du tsar est renversé, mais donc, on a un régime provisoire qui est mis en place, le régime de Kerensky, qui est dirigé par un sociodémocrate qui, lui, contrairement aux soviets, donc, en fait, contrairement à ça, le régime de Kerensky, il dit il ne veut pas distribuer les terres aux paysans, il ne veut pas annuler, répudier la dette, au contraire, il veut faire de nouveaux emprunts pour pouvoir continuer la guerre. Donc en fait, ce régime de Kerensky, en plus, bon, il devient très, il va mettre le peuple en ébullition encore plus parce que, et donc le peuple va entendre de plus en plus va avoir des revendications de plus en plus radicales, et donc parce que en plus il y a une terrible inflation, et même mener des grèves pour avoir des augmentations de salaire, ben, ça ne permet pas de s'en sortir. Donc la population est vraiment écrasée. Cela en 1917, et donc Kerensky est renversé à son tour, et cette fois-là, on a un régime, le régime est mis en place par les soviets, et là, le 10 février 1918, eh bien, il décide de répudier la dette tsariste, plus les emprunts qu'avait fait le régime de Kerensky. Bon, évidemment, en plus, ce qui se passe, c'est que ce régime soviétique qui est mis en place, comme ils avaient il voulait mettre fin aussi à la guerre, parce qu'il y avait énormément aussi de mutineries, et cette guerre était terrible, et donc et succédait à celle qu'il y avait déjà eu avant contre le Japon. Et donc en fait, ils veulent mettre fin à la guerre, et donc et aussi ils veulent mettre en application le principe d'autodétermination des peuples, pendant que les grandes puissances capitalistes sont en train de faire la guerre pour étendre leur territoire, leur colonie, si on peut dire. Et donc, en fait, ça va complètement déplaire, bien entendu, aux grandes puissances capitalistes qui continuent la guerre mondiale. Et donc, en fait, le gouvernement soviétique va se retrouver tout seul à essayer d'atteindre une paix avec Berlin. Et donc, ça va devoir se faire difficilement, hein, pour le gouvernement soviétique, puisqu'il est isolé face à Berlin. Et donc, en fait, ça va aboutir à des accords, les fameux accords de Brest-Litovsk, où, bon, ben, je vais essayer de résumer, où, en fait, des territoires qui faisaient partie de l'Empire tsariste vont être cédés à l'Allemagne, toujours en guerre par ailleurs contre les autres pays.
Et donc, en fait, ce qui se passe aussi, donc là, donc il va se retrouver dans une situation difficile, puisque l'armistice, après la reddition de l'Allemagne, ce sera le 11 novembre 1918. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, donc à ce moment-là donc, au moment où se font ces accords, 80% de la dette externe de la Russie était détenue par des investisseurs, enfin des Français. Et pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Pendant la guerre qui se passait, la guerre mondiale, le gouvernement français avait en plus payé des intérêts à la place de l'Empire russe, et des intérêts de 5%. Mais bien sûr, ils ajoutaient les intérêts qu'ils payaient à la place de l'Empire tsariste, ils les ajoutaient à la dette. Donc, en fait, là-dessus, les Français, quand ils entendent parler, enfin, les Français, les grandes puissances capitalistes, quand ils entendent parler aussi de répudiation de la dette, ça ne leur plaît pas trop. Alors, bon, les réactions vont être terribles parce que même déjà avant la fin de la guerre mondiale, les réactions vont être terribles de la part des grandes puissances. Ils vont donc mettre en place un blocus de l'or, de l'or russe, ils vont alimenter en troupes les opposants au régime soviétique, donc les pro-tsars, si je peux dire. Donc ils vont renforcer une armée donc d'opposition à l'armée soviétique, donc ils vont renforcer l'armée blanche, autrement dit. Et donc ils vont entretenir comme ça une guerre civile. Et cette guerre civile qui va frapper la Russie à cause de tout ça, elle va être terriblement meurtrière. Donc, Eric a mis des chiffres dans son chiffre. Donc, on voit tout le temps ce qui se passe pour la population russe. Mais en plus, ce qui se passe en même temps, c'est ça qui est écœurant aussi, bien que la dette ait été répudiée par le régime soviétique, donc en fait, la Bourse de Paris va continuer à faire circuler les titres comme si finalement ils existaient toujours. Donc, elle va faire circuler ce capital fictif comme ça, et si bien qu'en 1919, donc après l'armistice, eh bien 40 à 45% des titres de la dette russe qui étaient détenus en France. Ils représentaient 4,5% du patrimoine des Français, et donc le gouvernement français, lui, il a même proposé à un moment donné d'échanger donc aux propriétaires de titres, il a proposé d'échanger les titres de la dette russe qui avait été répudiée par des titres français. Et c'est assez fou parce qu'ils avaient à ce moment-là plus ou moins la même valeur, alors que, bon, ils avaient été répudiés. Donc, on voit quand même le rôle de ces banques, quoi. Donc, c'est quand même… Et du gouvernement, hein. Donc, le gouvernement était bien complice. Alors, donc, vers 1920, etc., ben, ça commence à 1920, l'armée blanche n'arrive pas à vaincre, rétablir le pouvoir tsariste en soviétique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les grandes puissances vont essayer de faire céder, capituler le régime soviétique sur la dette entre autres, en utilisant le jeu diplomatique. Donc, en 1920, ils se disent, et c'est assez fou parce que dans le texte, on lit qu'il y avait des rumeurs qui circulaient même à ce moment-là, vers 1922, il y avait des rumeurs qui circulaient encore dans la presse pour dire, plus ou moins, ne vous inquiétez pas, vous savez, ils vont se rendre, ils vont finir par capituler, et donc les titres, ils ont toujours de la valeur, ne vous inquiétez pas. Et donc, il y avait énormément de spéculation, évidemment, autour de ces titres, qui étaient morts, hein, mais bon, réellement. Mais donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils se disent, bah oui, l'Union soviétique, la Russie soviétique, elle va céder parce qu'elle est
tout à fait exempts. Voilà, donc ils vont céder. Et donc, ils vont les mettre véritablement sous pression. Ils vont organiser une conférence. 5 pays vont inviter à une conférence notamment sur la dette russe, sur les dettes russes. Hein. Et donc, en fait, il y a la France, bien entendu, la Grande-Bretagne, où certains sont très hostiles au régime soviétique, par exemple Winston Churchill. Et donc, en fait, la France, l'Italie et la Belgique et le Japon. Donc voilà les 5 invitants. Ils organisent une conférence à Gênes en Italie. Et donc en fait, dans cette conférence, il s'agit de faire capituler la Russie sur la dette et aussi d'essayer de lui faire payer des indemnités parce qu'ils ont nationalisé des entreprises et que ça ne plaît pas aux capitalistes donc de ces pays qui avaient investi dans le pays. Et donc, en fait, il va se passer, après 5 jours de conférence, c'est vraiment intéressant à tout lire, j'essaie de ne pas trop résumer, mais dans cette conférence, ils vont mettre la pression à fond sur la Russie et ils vont donc 5 jours seulement après, pour régler tout ça, 5 jours après, ils vont déjà remettre un rapport, il va déjà avoir un rapport d'experts qui va dire à la Russie, voilà ce que vous devez faire. Bien sûr, vous devez mettre fin à la répudiation, vous devez rembourser et vous devez en plus payer les dommages. Là, évidemment, la délégation russe qui est sous pression va être très subtile et même la nuit qui suit la remise des conclusions du rapport, donc ah oui, et en plus, dans le rapport, ils avaient dit qu'ils allaient mettre en place une commission, bien sûr, sur la dette, mais qui serait bien sûr dirigée par les créanciers. Et où là, donc ils mettraient la Russie sous tutelle et la Russie n'aurait presque rien à dire, en fait. Elle serait minoritaire. Donc, en fait, voilà. Donc, bien sûr, le lendemain, la délégation russe, très subtilement, va, même pendant la nuit, rencontrer les Allemands, qu'ils avaient déjà rencontrés un peu avant, et conclure un traité. Alors là, c'est très diplomatique, en fait, parce que comme il y avait eu le traité de Brest-Litovsk avant, bon, ils vont essayer comment je vais dire, la délégation russe va mettre sur la table des négociations avec Berlin le fait que eux, ils sont pour ne pas demander de compensation du fait de la guerre, ni de demander et de laisser de respecter l'autonomie le droit à l'auto-indépendance des populations. Ça, c'est lié aux accords de Brest-Litovsk et lié au territoire qui avait été cédé, donc, durant ces accords, l'Ukraine, la Pologne et une partie des pays baltes. Donc, tout ça. Et donc, ils vont négocier et ils vont en même temps négocier là, avec les Allemands et ils vont mettre en place un traité, le traité de Rapallo, qui va permettre de faire des accords commerciaux. Ce sont aussi des accords commerciaux entre l'Allemagne et la Russie. Donc, ils vont essayer de s'en sortir économiquement aussi comme ça. Donc, après, la délégation russe revient avec des nouvelles propositions sur la table devant la conférence de Gênes. Et donc qu'est-ce qu'elle propose ? Ce qu'elle propose, c'est quand même assez subtil et bien calculé, même si ça semble un peu compromettre au début. Mais non, quand on réfléchit, on voit le bazar, le rapport de force et tout. Donc, en fait, il propose, oh ben d'accord, on veut bien éventuellement payer la dette dans une trentaine d'années. Mais attention, c'est seulement si et auparavant, vous nous avez remboursé, vous nous avez compensé tout ce que vous avez détruit en Russie via le blocus, via le soutien à l'armée tsariste,
voilà, à l'armée blanche, et donc tous les dégâts causés pendant la guerre civile. Donc d'abord, vous devez nous payer tout ça. Donc voilà d'abord ça, et en plus, vous devez nous reconnaître en tant que gouvernement soviétique, vous devez nous reconnaître, et vous ne pouvez pas donc continuer à tout le temps nous attaquer de toutes sortes de manières. Donc en fait, c'est très subtil. Donc, et donc évidemment que les grandes puissances n'acceptent pas. Elles n'acceptent pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elles vont continuer donc, à essayer de trouver des contre-propositions, à faire des propositions, mais en fait, ça va être encore pire. Elles vont encore mettre plus la délégation russe sous pression. Elles vont même, comment je vais dire, elles vont même je ne sais plus si c'est cette fois-là ou quoi, mais en fait, dans tout ce duel, je vais dire comme ça, inégal, hein, totalement inégal, eh bien, les grandes puissances vont même faire pression sur le gouvernement soviétique pour qu'il arrête de soutenir tout, pour qu'il fasse vraiment marche arrière, pour qu'il arrête de soutenir tout mouvement de volonté d'indépendance des populations, donc soutenir les colonies, pour qu'ils ne soutiennent plus les grèves, pour qu'ils ne soutiennent plus des gouvernements ou des mouvements de révolution, enfin, parce qu'il faut quand même savoir que il y a eu aussi la troisième internationale, comme on dit, qui a été créée en 1919 et que son siège est à Moscou. Donc, ils ont vraiment très peur. En plus, ils ont quand même peur parce que la guerre mondiale, c'est quand même pas... Enfin, la révolution russe était quand même assez populaire, donc parce que auprès de toute une partie de la population des gouvernements capitalistes, parce que il y a eu tous les morts pour finalement servir les intérêts capitalistes, etc. Il y avait des mutineries, il y avait des mouvements de révolution, on le sait bien à cette période-là, et donc ils avaient quand même peur, les capitalistes, à ce moment-là, hein. Et donc, bon, mais finalement, on n'arrivera pas, cette conférence de Gênes ne va rien changer. Donc, en fait, donc, la Russie va maintenir sa répudiation et tous ces engagements qu'elle avait pris. Mais donc, ils vont encore essayer de faire une nouvelle conférence. On voit le pressing, parce que ça se suit, c'est vraiment le pressing, un peu comme il y a eu avec la Grèce, hein. Et donc, ils vont mettre le pressing et ils font la Russie sous pression. Ils vont refaire une nouvelle conférence, cette fois-là avec les États-Unis, hein, donc à La Haye, et ça va encore échouer. Donc la Russie va maintenir sa position. Alors, je vais essayer et donc, pour la Russie, elle va comme ça avoir de l'argent, elle va pouvoir ne pas perdre de l'argent alors qu'elle en a terriblement besoin, et elle ne va pas non plus devoir faire comme le tsar, faire des emprunts pour rembourser les emprunts précédents. Donc, voilà, donc elle a bien fait voilà. Et donc, est-ce que, pour ça, comme on dit souvent, est-ce que les robinets vont être coupés? Ben non, non, ils ne vont pas être coupés. Et d'ailleurs, ils ne seront même pas coupés par la suite, parce que quand la Russie va devenir la fédération de Russie, donc après la fin de l'URSS, d'ailleurs, le contentieux des titres russes n'est toujours pas fini. En 1997, Boris Eltsine, il va proposer il va proposer, pour mettre fin à ce bazar-là, de faire une indemnisation, mais vraiment rien du tout, quoi. Les chiffres sont cités, Eric pourra probablement le dire, mais donc il va indemniser pour presque rien les titres. Et en 1998, avec la crise asiatique là, qui avait eu, eh bien, donc en fait, la Russie s'est mise en suspension de paiement, s'est déclarée unilatéralement en suspension de paiement, d'abord totale et puis partielle, et c'est pas pour ça non plus qu'elle a pas reçu après des nouveaux emprunts, et
qui lui ont permis d'ailleurs de relancer pendant tout un temps l'économie. Mais donc on voit que c'est du chantage en fait quand on dit écoutez, si vous ne remboursez pas, vous serez, les robinets seront coupés. Il y a d'ailleurs un économiste de la Banque mondiale qui l'a reconnu en 2010 que les robinets ne sont pas coupés quand c'est comme ça. Et donc voilà. Et donc je terminerai par les 2 conclusions d'Éric, ou s'il veut les dire lui-même. Mais en fait, c'est frappant parce qu'après toutes les autres présentations que vous avez faites, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui mériteraient d'être coupés parce que, en fait, les conclusions d'Éric, ben, on voit qu'il n'y a pas de problème pour répudier ou suspendre une dette. Ce n'est pas pour ça qu'on tombe le pays, la situation s'empire. Au contraire, à contrario, quand on pense, quand on voudrait sortir une société de toutes les dominations, comme on vient de le montrer pour la Russie, toutes les dominations qui l'oppriment, et qui sont mortelles, eh bien, au contraire, c'est très illusoire de penser qu'on va pouvoir le faire en continuant à verser, à toujours verser des sommes pour des emprunts, à faire des emprunts pour payer les emprunts. Donc, c'est illusoire de croire qu'on ne peut pas le faire sans justement mettre fin à tout ce mécanisme. Et seulement, ce qu'Éric dit aussi, bah, écrire ou même répudier une dette, ça ne suffit pas, ça doit s'inscrire dans un contexte vraiment, comme on l'a vu avec tous les exemples que vous avez présentés et celui-ci, ça doit se présenter dans un contexte, moi, que je dirais révolutionnaire plus large, où on fait des révolutions dans beaucoup d'autres domaines et donc où on fait des changements dans la culture, dans tous les secteurs en fait. Il faut un projet, voilà. En gros, j'ai dû aller vite, mais voilà. Je m'excuse, Éric, pour ton texte que j'ai présenté comme ça, mais c'est un peu dur. Mais je trouve ce texte vraiment, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la honte de la capitulation grecque et de comment l'Union européenne et la Troïka fonctionnaient. C'est une honte. Enfin, c'est une répétition, quoi. Merci Dominique. Merci beaucoup. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est super. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, une intervention, quoi que ce soit? Non? Bah alors, on peut peut-être tout doucement clôturer. Je ne sais pas si Eric, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on... Mais juste indiquer que ça vaut vraiment la peine de se plonger dans la conférence de Gênes dont Oui. Dominique vient de parler dans la dernière partie, parce que, comme je vous l'ai dit aussi lors de la séance passée, c'est une époque où encore les négociations se passaient en français. Donc, les diplomates japonais, italiens et toute la délégation soviétique s'expriment en français. Et l'entièreté des débats, des documents remis par chaque délégation, et la conférence a duré plus de 2 mois, a été publiée en français par le gouvernement italien qui recevait cette conférence. Et donc, on ne perd pas son temps à lire ce document, par ailleurs, qui est totalement méconnu. Bon, à peu près nulle part, on ne parle de cette conférence de Gênes qui pourtant a amené le Premier ministre britannique à dialoguer avec une délégation soviétique pendant plus d'1 mois à l'étranger. Maintenant, on fait des conférences qui durent 1 ou 2 jours, des conférences de chefs d'État. Là, ça a duré 1 mois, ce qui montre enfin plus d'1 mois, ce qui montre à quel point c'était essentiel pour eux de, comme l'a dit Dominique, tenter de ramener la délégation soviétique à la raison et renoncer à la répudiation. L'autre point que je veux dire, c'est que Alexander Sack,
que je cite Oui. au cours de cette étude, lui, il a écrit le livre La doctrine de la dette odieuse en 1927. Et comme je vous l'ai dit, traumatisé par le fait que les soviétiques avaient répudié la dette tsariste alors que lui était tsariste. Et il écrit ça en 1927. Et puis, il constate d'une manière absolument amère, et il a écrit deux textes importants pour dire, mais c'est incroyable, tous les banquiers du monde et tous les gouvernements du monde, y compris le gouvernement des États-Unis, prêtent de l'argent à ces criminels de bolcheviques. Et donc, donc après avoir écrit La doctrine de la dette odieuse en 1927, c'est à ce moment-là que, suite à la conférence de Rapallo, de Gênes et au traité de Rapallo, plein de banques et de gouvernements, dont le gouvernement des États-Unis, prêtent de l'argent à la Russie soviétique, et il dit, mais comment pouvez-vous faire une chose pareille? Comment pouvez-vous prêter aux communistes, quoi? Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, malgré la haine que le camp impérialiste avait à l'égard de l'Union soviétique, les affaires étaient les affaires, et finalement, on a prêté beaucoup d'argent et on a investi pas mal dans l'Union soviétique. Ce qui montre effectivement qu'on peut parfaitement, c'est un exemple de plus qui montre qu'on peut répudier une dette, que le problème c'est plutôt comme l'a dit Dominique à la fin, qu'il faut inscrire cela dans un programme d'ensemble de changement et aussi le faire dans un cadre démocratique.